Bonjour à tous et bienvenue dans LCI Midi. Si vous nous rejoignez avec cette question, le dénouement est-il proche à la centrale nucléaire de Zaporijia, la plus grande d'Europe? Entre réunion tripartite jeudi à Lviv et coup de fil entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine hier après-midi, la tension semble être redescendue d'un cran. Alors qu'on le rappelle, ces dernières semaines, Kiev et Moscou s'accusaient mutuellement de tirer sur la centrale. Alors qui dit vrai, qui dit faux et que sait-on très exactement? La désescalade est-elle vraiment proche autour du site nucléaire? Pour en parler autour de cette table, le général François Chauvency, consultant en géopolitique et enseignant. Bonjour et merci d'être avec nous. Christian Maigrelis, ancien conseiller de Gorbatchev, auteur de ce livre, Le naufrage de l'Union soviétique, chose vue aux éditions transcontinentales. C'est ça, j'ai tout bon? Bonjour et merci d'être avec nous. Et puis Mohamed Mezrahi qui nous fera un point également sur les derniers événements autour de la centrale nucléaire de Zaporijia. Mais avant cela, priorité et direction le terrain pour retrouver nos envoyés spéciaux, Claire Cambier et Adrien Acco. Claire, vous êtes à quelques kilomètres seulement de la centrale nucléaire. Oui, alors nous nous trouvons juste en face de cette centrale. Elle se trouve derrière moi à environ 6 km de l'autre côté de cette rivière, le Dniepr. Et ici, forcément, les habitants nous disent avoir peur d'une catastrophe nucléaire. La seule chose qui puisse un peu les rassurer, c'est de regarder sur le compte Telegram de la municipalité de Nikopol, la plus grande de la zone, qui publie chaque jour les relevés de taux de radioactivité. Pour l'instant, il reste dans les normes. Et puis la deuxième crainte ici, eh bien, ce sont les bombardements qui sont quasi quotidiens. Cette nuit encore, il y a eu 3 séries d'explosions sur la seule ville de Nikopol, à seulement des kilomètres d'ici. 10 obus d'artillerie sont tombés sur la ville. Il y a des maisons qui ont été endommagées, des panneaux solaires, et également la ligne électrique de la ville. Actuellement, il y a 300 personnes qui se retrouvent sans électricité. Alors les autorités nous expliquent qu'ainsi la Russie joue avec les nerfs de l'armée ukrainienne, puisque vous l'imaginez bien, elle ne peut pas se permettre de répliquer. Merci beaucoup Claire Cambier et Adrien Acco, donc depuis la région de Dnipropetrovsk. Alors la dernière information sur cette centrale de Zaporijia, c'est tout de même Emmanuel Macron qui l'amène, à savoir une mission de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui devrait se rendre dans les plus brefs délais sur le site de la centrale nucléaire. Exit donc le macroning, ce terme inventé par les Russes qui voulait dire en gros que le président appelait beaucoup mais sont vraiment sans aucune raison. Est-ce que, cette fois-ci, il y a un appel quand même, il y a une annonce générale, une vraie annonce, cette mission de l'AIEA, est-ce que le président français est en train de revenir dans le centre du jeu finalement? Je crois qu'il y a plusieurs points. Bon, d'abord, il était temps que les Européens se remettent un petit peu en selle. La veille, M. Erdogan gérait les problèmes européens. Ce qui, à un bout d'un moment, ça commence à être un petit peu agaçant, si je peux me permettre. Il était temps que, quand même, un État européen reprenne ce contact, puisque la France, par le président Macron, a eu l'opportunité de le faire à plusieurs reprises, certes sans grand succès, mais il a été fortement, d'ailleurs, contesté pour cette action. Mais le fait qu'il l'ait fait montre qu'aujourd'hui, ça peut servir. Maintenant, est-ce que la décision ou les annonces qui ont été faites sont-elles susceptibles d'avoir un effet réel? Moi, je remarque que pour l'instant, il n'y a pas de communiqué officiel du Kremlin sur ce qu'aurait dit Poutine lors de cet entretien. On a quand même que la version de l'Élysée sur cette question-là. Et la question de l'Élysée, c'est de dire oui. Le Kremlin qui dit comme si qu'il va faciliter au maximum la venue, mais c'est pas très précis. Voilà. Et on est quand même, n'oublions pas du côté ukrainien, dans cette approche de dire c'est pas n'importe quelle condition. Et il faut encore discuter des modalités pour que cette commission, cette commission d'enquête puisse se rendre finalement à Zaporijia. Je suis fini par fatiguer. Zaporijia, je suis pas fatigué. Voilà. Donc voilà, là, la situation elle est là. Maintenant, la réalité, on n'a pas non plus de précision sur ces modalités du côté ukrainien. Sachant que la seule chose que finalement le président Macron a obtenue, c'est que cette visite se fasse du côté ukrainien et non pas du côté russe. C'était quand même une revendication du président Zelensky. Et n'oublions pas qu'aussi, le 16 août dernier, il y a une communication téléphonique avec le président Zelensky. Donc on revient dans un schéma à peu près naturel. La France, au nom de l'Europe, je pense, prend une position diplomatique. Elle a pris langue d'abord avec le président Zelensky. Donc elle a respecté ce respect de la souveraineté ukrainienne. Après, c'est quand même le président Macron qui a appelé le président Poutine. Le président Poutine a dit oui, on va peut-être voir ce qu'on peut faire. Maintenant, on va attendre ce que disent les Ukrainiens. Et puis maintenant, en finale, comment constituer finalement cette commission d'enquête
de l'AIEA, alors que jamais on a été confronté dans notre histoire, à la date d'aujourd'hui, à un problème sur une centrale nucléaire, sur un théâtre de guerre. Et en fait, on ne sait pas faire réellement, avec toutes les questions de sécurité. Donc là, il va falloir construire quelque chose pour que ce soit acceptable par tous. Donc, question de délai, ce qui ne résout finalement pas vraiment le problème. Alors on note tout de même qu'il y a du mieux côté français parce que le 5 août dernier, on était quand même sur la liste des pays inamicaux de la part du Kremlin. Donc là, le dialogue semble être revenu en tout cas entre la Russie et la France. Christian Megrellis, on y croit ou on n'y croit pas à cette mission de l'AIEA, à cette avancée du côté de la centrale nucléaire de Zaporijia? Moi, j'y crois assez, parce que c'est quand même un péril qui menace aussi bien les Russes que les Européens, et particulièrement les Turcs. Donc il va y avoir une unanimité, je pense. Après, les modalités vont être difficiles à établir, mais je pense qu'il va y avoir une unanimité pour que cette mission, qui est une mission totalement pacifique et purement technique, puisse avoir lieu. Ce qui ennuie les belligérants, c'est que cette mission va voir qui a raison et qui a tort des affirmations de bombardement réciproque, qui est sur place, qui n'est pas sur place. Or, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que ce sont les Russes qui sont sur place, pas les Ukrainiens. Et que par conséquent, les Russes ne se bombardent pas eux-mêmes. Et que s'il y a des bombardements, ils viennent d'ailleurs. Voilà. Alors ça gêne un peu les Ukrainiens. Alors, soit dit en passant, il y a quand même une concession du Kremlin qu'il faut noter. Le Kremlin qui accepte que cette mission de l'AIEA passe par l'Ukraine et non pas par la Russie, respectant de fait la souveraineté quand même territoriale de l'Ukraine. Ça, c'est nouveau. Oui, c'est ce que j'ai évoqué il y a quelques instants. C'était une revendication, je dirais, du président Zelensky, qui bloquait finalement cette mission de l'AIEA. Il a serré des dents, Vladimir Poutine, pour accepter ça, parce qu'on imagine que ça peut être compliqué. Moi, j'aurais une explication qui n'est pas forcément la bonne. On est sur finalement un point médiatique qui focalise l'intérêt de l'ensemble du monde sur un point du champ de bataille et on ne voit pas ce qui se passe ailleurs. On a un point important, cette centrale est une inquiétude pour tout le monde. Centrale civile, productrice d'énergie, nucléaire. Et dès qu'on sort le mot nucléaire, ce qui est tout à fait normal, tout le monde s'inquiète. N'oublions pas que nous sommes au mois d'août et qu'en 1945, au mois d'août, le 6 et 9 août, il y avait Nagasaki et Hiroshima. Voilà. Ensuite, n'oubliez pas qu'on est en Ukraine, on a Tchernobyl. Et puis finalement, on pourrait même voir l'autre centrale qui a eu quelques problèmes au Japon. Donc voilà, on est sur quelque chose qui fait peur à tout le monde. C'est aussi un élément important, je dirais, des actions de propagande et de communication, puisqu'on ne peut pas ne pas réagir et ne pas souhaiter une solution qui soit solide et qui laisse bien penser qu'il n'y aura pas d'incident nucléaire qui pourrait mettre finalement l'Europe en danger. Et je crois que c'est ça la vraie question. Ludovic Dupin, bonjour, vous êtes porte-parole de la Société française d'énergie nucléaire. Merci d'avoir accepté notre invitation dans LCI Midi. Déjà sur cette mission dont on parle beaucoup ces dernières heures, la mission de l'AIEA, concrètement, comment ça se passe une telle mission? Qu'est-ce qu'ils font sur le terrain, ces enquêteurs de l'AIEA, une fois qu'ils y sont? Alors, une fois arrivés sur le site, ils vont s'assurer de plusieurs choses. Ils vont s'assurer d'une part que le personnel ukrainien sur place est libre de travailler le plus librement possible, malgré la présence d'autorités russes sur le terrain. Et d'autre part, ils vont s'assurer que l'approvisionnement en matériel pour la maintenance des réacteurs et pour les générateurs diesel est bien disponible pour que la centrale ait la sûreté la plus assurée. Mais en réalité, au-delà de l'aspect technique, ce qui est important, c'est qu'il y ait des gens de l'AIEA sur place, et en particulier Raphaël Grossi, le directeur exécutif, qui lui va s'assurer, va faire baisser la tension et permettre un cessez-le-feu, voire une démilitarisation à terme. Ludovic Dupin, restez avec nous si vous le voulez bien. On a encore plein de questions pour vous. Alors on l'a vu ces dernières semaines, ces derniers jours, Kiev, Moscou s'accusent mutuellement des bombardements russes, bombardements ukrainiens. En fait, on a du mal à savoir ce qui se passe vraiment. Mohamed Mezrahi, alors vous avez décortiqué toutes les dernières infos à disposition, les images satellites également. Qu'est-ce qu'on sait très exactement? Que se passe-t-il en fait sur le site de Zaporijia? Alors il y a beaucoup à dire, Solène. Tout d'abord, on va le rappeler, vous l'avez dit, la centrale nucléaire de Zaporijia, elle est la plus grande d'Europe. Elle est située sur le Dniepr, dans le sud de l'Ukraine, une infrastructure contrôlée totalement par l'armée russe depuis début mars, lors des premières semaines de l'invasion de la Russie en Ukraine. Pour vous situer un peu plus, on va le voir sur cette carte, la centrale de Zaporijia, elle se situe dans la ville d'Enerodar, qui est à la proximité de la ville de Zaporijia, qui elle est encore tenue par les forces ukrainiennes. Depuis mi-juillet, il y a eu une reprise des bombardements autour de la centrale. Le 5 août, des frappes près d'un réacteur
réacteurs sont même signalés. Moscou et Kiev s'accusent mutuellement de vouloir créer un accident nucléaire et ces échanges de tirs nourris provoquent aujourd'hui l'inquiétude de la communauté internationale. Vous l'avez dit, Volodymyr Zelensky accuse les Russes de chantage. Selon lui, Moscou utiliserait la centrale comme base d'attaque pour que l'armée ukrainienne ne puisse pas riposter. Pour les Russes, ce sont les Ukrainiens qui bombardent la centrale. Et pendant ce temps-là, la propagande russe, elle bat son plein. Dans le premier rôle, Vladimir Soloviev, l'animateur et la star de la chaîne de télévision Roussia One, média d'État contrôlé par le Kremlin. Ses émissions et ses débats font l'apologie du régime. Et jeudi dernier, Julia Davis, observatrice en chef des médias russes, dévoile une nouvelle séquence mettant en scène Soloviev, une tirade face caméra directement adressée aux Ukrainiens. Nos militaires viennent juste de montrer que vous, les Ukrainiens, avez bombardé la centrale de Zaporijia avec des canons de 155 mm et des autres trucs de l'OTAN. Et comme des lâches, vous dites que les Russes se bombardent eux-mêmes avec les armes de l'OTAN. Êtes-vous des crétins? Si ça explose, nous avons donc des combinaisons de protection et nous n'arrêtons pas les actions militaires. Notre armée a appris à se battre dans des conditions de contamination. On a assez d'ogives pour que chacun reçoive ce qu'il mérite. Le message, il est clair, sauf qu'il y a des images satellites qui semblent contredire la version des Russes. Regardez ces images satellites de la centrale nucléaire recueillies hier à 11 h du matin et publiées par la société américaine Maxar Technology. On y voit quelques frappes, quelques fumées à l'extérieur de la centrale, mais à l'intérieur, aucun signe de bombardement ou de dommages récents n'est observé autour des 6 réacteurs. Une zone donc dégagée. Et on le rappelle d'ailleurs, Solène, sur ces 6 réacteurs, 3 étaient en production et 3 à l'arrêt. Après les bombardements du 5-6 août, les destructions ont entraîné l'arrêt automatique du réacteur numéro 3. Il n'y en a donc plus que 2 qui sont en production en ce moment. La chaîne américaine CNN explique avoir confronté ces images à celles d'il y a 2 mois. Et pour la chaîne, entre le 19 juin et le 19 août, ce sont quasiment les mêmes images. À l'intérieur, rien n'a bougé. Et chose qu'on ne voit pas sur ces images satellites autour des réacteurs, c'est l'information du renseignement des forces canadiennes qui contredit la version des Russes. Ils affirment, eux, dans un tweet posté hier, que les Russes auraient même placé des armes et de l'équipement à côté des réacteurs et que les techniciens ukrainiens continuent d'exploiter la centrale nucléaire sous la supervision directe de militaires russes, bien évidemment armés. Merci beaucoup Mohamed Mezrahi pour toutes ces précisions. Ça amène tout plein de questions. Ludovic Dupin, première question sur ce que vient de dire Mohamed, là, cette information du renseignement canadien, des armes placées à proximité des réacteurs. On imagine que c'est dangereux? Alors, à quel point? on a entendu parler de ça. Aujourd'hui, ce qui est dangereux, c'est pas tant les réacteurs en tant que tels, c'est pas tant les dômes de béton qui inquiètent la communauté internationale, qui inquiètent l'AIEA, c'est tous les organes périphériques, ce sont les lignes électriques, les générateurs diesel, les sources d'approvisionnement en eau. C'est eux qui sont plus fragiles et qui inquiètent s'il y a une frappe accidentelle qui pourrait être endommagée. Je vous rappelle qu'il y a une semaine, je crois, il y a une ligne électrique qui a été abîmée sur la centrale. Et il faut absolument qu'une centrale nucléaire soit toujours approvisionnée en électricité. Alors chaque réacteur a 4 lignes électriques et une seule suffit à alimenter tout le réacteur. Donc une détruite, c'est pas bien grave, même si c'est complètement anormal et complètement inacceptable. Effectivement, ce qui inquiète, c'est pas la proximité des réacteurs, ce qui inquiète, c'est toute cette zone périphérique qui sont autour de ces gros silos circulaires qu'on voit sur les images satellites que vous avez diffusées. Où là, effectivement, c'est très inquiétant qu'il y ait des armes à proximité de cette zone. Il faut vraiment démilitariser le plus vite possible, non seulement le site de la centrale, mais également sa proximité. Ludovic Dupin, Recep Tayyip Erdogan s'est alarmé jeudi du danger d'un nouveau Tchernobyl. Alors c'est pas le premier à invoquer ce danger d'un nouveau Tchernobyl. Il y en a qui ont comparé avec Hiroshima. Est-ce que ce risque est avéré ou pas? Alors non, la comparaison avec Tchernobyl, on comprend bien quel est l'intérêt, elle fait très peur effectivement, mais la comparaison est peu probable vraiment. Tchernobyl, c'était un hangar en métal avec quasiment la matière à l'air libre et avec beaucoup de graphite qui est un matériel qui est un caloporteur qui est très inflammable. Ici, on est sur des réacteurs qui ressemblent beaucoup aux réacteurs français. Donc il y a une enceinte de béton, à l'intérieur il y a une cuve en acier et le caloporteur c'est de l'eau, donc peu inflammable. Donc le danger c'est pas une explosion comme à Tchernobyl, c'est extrêmement peu probable. Le danger c'est plutôt qu'il y ait une perte de la source d'électricité ou de la source d'alimentation en eau et que le réacteur puisse chauffer et éventuellement qu'il y ait une fusion du cœur, mais sachant qu'il y a beaucoup de redondance. Donc aujourd'hui il y a des sécurités. Comme l'a expliqué le gendarme du nucléaire en européen,
On n'a jamais été dans des situations accidentelles ou même pré-accidentelles aujourd'hui à Zaporijjia. Mais le danger, c'est vraiment ça. C'est vraiment qu'on détruise les installations périphériques de la centrale. Mais la comparaison avec Tchernobyl, avec une grosse explosion, la cuve qui s'envole, la matière qui se répand partout autour, elle est vraiment improbable. Même si, comme le précise le gendarme, un réacteur nucléaire n'est pas dimensionné pour résister à des zones de guerre. Donc, si un jour il y a une volonté de le détruire, il sera détruit. Mais une frappe accidentelle, en ce moment, ne provoquera jamais ce qui s'est passé à Tchernobyl. Bon, très bien, ça c'est tout de même rassurant, Ludovic Dupin. Restez encore avec nous. Je voudrais qu'on revoie cette phrase de Vladimir Poutine à Emmanuel Macron. Je cite: le bombardement systématique du territoire de la centrale de Zaporijjia crée un danger de catastrophe de grande envergure qui pourrait conduire à la contamination radioactive de vastes territoires. Bon, on a compris, et grâce à tous nos spécialistes tous les jours sur notre plateau, que le risque était tout de même moindre. Ce qui est intéressant quand même, c'est ce que nous disait Mohamed Mezrahi tout à l'heure, il n'y a aucun signe de bombardement systémique à la centrale nucléaire. C'est ce que montrent les images satellites de Maxar Technologies. Général, mais alors pourquoi les Russes font croire qu'ils se font bombarder à la centrale? C'est quoi la stratégie derrière tout ça? Déjà, je ne pense pas que la centrale, que ce soit par les Russes ou les Ukrainiens, ne soit visée par des tirs. Je pense que s'il y a des tirs, c'est sur la périphérie, justement, là où il y a des troupes, notamment russes, installées. Donc je ne crois pas que la centrale en elle-même soit la cible. Bon, ça c'est un premier point. Maintenant, que le président Poutine mette ça aussi sur la table, il répond un petit peu à ce que disent les autres. Il dit, oui, il y a un danger pour tout le monde. S'il y a un incident sur cette centrale, il veut obtenir un résultat. La seule question qu'on peut se poser, c'est pourquoi il a accepté finalement que cette mission vienne, sachant que de toute façon, tout le monde le réclame, mais jamais il va retirer ses troupes de la centrale. C'est une zone prise, un butin de guerre, hein, qui sert la Russie. Donc oui à la mission pour montrer qu'il n'y a pas de danger, mais non, je n'en retirerai pas mes troupes. Mais en revanche, pour vraiment qu'il y ait cette mission, pour finalement dédouaner toute responsabilité d'un incident au détriment des Russes, cette mission est importante en termes de communication, je dirais, internationale. Double intérêt même, c'est un butin de guerre et c'est un bouclier aussi pour les Russes, cette centrale de Zaporijjia. Alors, la dimension militaire, oui, parce qu'il semble bien quand même qu'il y a des tirs venant des Russes à partir de cette zone, qui tirent sur les Ukrainiens. Et je ne sais pas, pas des Ukrainiens se faire tirer dessus et ne pas pouvoir riposter, il y a certains jours on se dit ça commence à bien faire. Mais ça ne va pas changer. Les Russes ne partiront pas de cette centrale. C'est un butin de guerre qu'ils ne rendront pas comme ça. Christian Maigrelis, c'est vrai ça, la démilitarisation, c'est ce qu'il faut, mais on imagine mal les Russes accepter de quitter les lieux. Non, d'autant plus qu'ils veulent que cette centrale approvisionne la Crimée. La Crimée en électricité. Ils sont en train de construire une ligne électrique spéciale pour enlever du courant aux Ukrainiens pour le donner à la Crimée. Ça fait partie de leur stratégie de répartition des forces et d'organisation de l'espace industriel entre la Crimée et le Donbass. Ludovic Dupin, j'imagine que vous venez d'entendre ce que vient de dire Christian Maigrelis. Cette histoire de raccordement là, à la Crimée, pour alimenter la Crimée en électricité, c'est facile comme manipulation? On débranche, on rebranche? C'est plus compliqué que ça. Ah, bon, on a perdu Ludovic Dupin, mais la question nous intéresse, la réponse nous intéresse. Ah, Ludovic Dupin de retour. Est-ce que vous avez entendu ma question sur le débranchement et rebranchement à la Crimée? Bon, je disais un peu naïvement, est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est faisable? Les Russes sont-ils capables de le faire? Oui, alors c'est faisable. Alors c'est pas facile, hein. Construire des lignes haute tension, c'est beaucoup de travail, c'est très cher. Et puis dans une zone de conflit, j'imagine que c'est d'autant plus compliqué. Mais c'est tout à fait faisable de raccorder des lignes électriques et des réseaux. Nous, on l'a fait, l'Europe, hein, je veux dire, en disant nous, l'a fait au début de la guerre, puisqu'on a relié toute l'Ukraine au réseau électrique européen. Avant, c'était deux réseaux différents. Et en signe de soutien, en signe d'aide aux Ukrainiens, nous avons relié l'Ukraine au réseau électrique européen. Donc ça se fait, et ça s'est fait en moins de 15 jours. Donc vous imaginez la dimensionnement que c'était. Relier la Crimée à Zaporijjia, c'est envisageable. Donc on peut tout imaginer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la centrale, elle est très utile, elle est indispensable et pour les Russes et pour les Ukrainiens, et tout le monde a intérêt à ce qu'elle fonctionne. Aujourd'hui, il n'y a que 2 des 6 réacteurs qui sont en activité. Il y en a qui devaient démarrer, mais leur redémarrage a été finalement retardé, reporté sine die. Donc du coup, effectivement, c'est un vrai butin de guerre, et l'électricité va être redirigée là où les Russes en auront besoin, où ça, sans aucun doute, c'est très faisable.
On rappelle qu'avant la guerre, c'est 20% de l'énergie ukrainienne qui dépendait de Zaporijjia. Alors peut-être un peu moins aujourd'hui, sachant que 4 réacteurs sont arrêtés. Et c'était tout de même 4 millions de foyers ukrainiens. Bon, alors que nous, en tout cas sur ce plateau, on imagine d'ores et déjà cette mission de l'AIEA dans les plus brefs délais, je cite l'Elysée, il y a ce message un petit peu à contretemps de Volodymyr Zelensky, alors que tout semble pourtant aller mieux. Lui, encore une fois, dramatise. Si le chantage russe aux radiations se poursuit, cet été pourrait entrer dans l'histoire de plusieurs pays européens comme l'un des plus tragiques de tous les temps. Car pas une seule instruction dans une centrale nucléaire au monde ne prévoit une procédure au cas où un État terroriste ferait d'une centrale nucléaire une cible. Christian Maegrelis, il est un peu négatif quand même. Je suis un peu dur dans ce que je dis, il dramatise, mais il est un peu négatif quand même. Ou alors il s'attend vraiment à ce que Vladimir Poutine le roule dans la farine? Je crois qu'il est ennuyé parce qu'on va voir que la centrale est occupée par les Russes, ce que tout le monde sait, et que par conséquent les Russes ne se tirent pas dessus et que les tirs, s'il y en a, viennent de l'Ukraine. Ça, c'est un point important quand même. Il ne peut pas montrer à l'Ukraine qu'il est en train de bombarder la centrale nucléaire principale d'approvisionnement d'électricité de son pays. Par conséquent, il n'est pas à l'aise dans cette affaire. D'un autre côté, il a évidemment intérêt à dramatiser les choses, parce que c'est le faible contre le fort, et le faible, David, dramatise contre Goliath. Voilà. Général, mais c'est vrai que Volodymyr Zelensky ne peut décemment plus reculer maintenant, parce que s'il est celui qui refuse l'avenue de l'AIEA, qui va donc légitimer la présence russe sur la centrale nucléaire de Zaporijjia, il apparaîtra comme celui qui ne veut pas résoudre le conflit. Donc maintenant, il est coincé. Alors, il est peut-être pas coincé pour cela, parce que ça ne va pas remettre en cause la légitimité de l'Ukraine sur cette centrale. Mais rappelons quand même que l'Ukraine refusait que l'AIEA se rende sur le territoire de la centrale nucléaire pour ne pas légitimer le fait que les Russes en étaient emparés. Alors qu'en fait, c'est ce que Christian Maegrelis dit, on sait tous que les Russes ont pris le contrôle de la centrale. Oui, mais c'est vrai qu'il y a eu un grand flou sur les messages. Et quand au fur et à mesure, ça s'est affiné, et d'ailleurs, c'est la décision qui a été prise hier, l'accord donné par Vladimir Poutine, toujours selon l'Elysée, de dire cette mission de l'AIEA ne viendra pas du côté russe vers la centrale, mais du côté ukrainien vers la centrale. C'est quand même un pas en avance qui se vérifie et qui dit donc ça ne remet absolument pas en cause la question de la souveraineté ukrainienne sur cette centrale. Donc je dirais un pas a été fait, je dis toujours selon l'Élysée, parce que on n'a pas plus de précision ailleurs, donc il y a encore des possibilités que ça ne se fasse pas, je le crois volontiers. Et puis je me mets quand même à la place d'une mission pacifique de l'AIEA qui va quand même franchir 60 km de zone de conflit. Comme on a vu que la gestion des tirs des uns ou des autres n'était pas très coordonnée dans ce conflit depuis 6 mois. Il faut un cessez-le-feu, c'est ce que l'Élysée dit d'ailleurs. Alors voilà, alors la cessez-le-feu dans cette zone, alors là vraiment, je reste très sceptique, parce qu'un cessez-le-feu, ça veut dire en fait, on est à l'abri de rien, de n'importe quel soi-disant groupe non contrôlé. Ça veut dire aussi qu'un cessez-le-feu, pendant ce temps, on se réorganise et on voit aussi ce qui se passe ailleurs. En fait, on prépare les conflits futurs, donc personne n'a intérêt au cessez-le-feu aujourd'hui. Ludovic Dupin, c'est vrai que ça me fait penser à ça. Est-ce qu'ils sont infaillibles, ces agents de l'AIEA? Parce qu'on peut très bien imaginer, et c'est ce que nous dit le général, que le temps qu'ils arrivent à la centrale nucléaire de Zaporijjia, les Russes auront vite fait de retirer toutes les armes qui sont à l'intérieur ou autour de la centrale. Est-ce qu'eux, ils ont les moyens de déceler si ici ou là, il y a eu, je ne sais pas, des tanks, des armes, des lance-missiles? Alors, c'est pas leur mission, ça vraiment leur mission, c'est de vérifier l'état de fonctionnement de la centrale, c'est pas des experts d'armement. En revanche, c'est vrai qu'on a eu des rumeurs comme quoi le site était miné ou ce genre de choses, donc ça, on pourra enfin savoir si c'est vrai. On pourra aussi avoir fait une remise en fonctionnement de tous les détecteurs radiologiques qui ont été abîmés par les tirs dont on a pu entendre parler. Mais je pense au moins qu'il faut avoir assez confiance dans Raphaël Grossi, donc vous savez, c'est le directeur exécutif de l'AIEA, directeur général, pardon, de l'AIEA, qui a quand même un vrai pouvoir politique. Il est allé déjà à Tchernobyl et ça a vraiment fait baisser la tension. Il va aller sur place lui-même, il a dit qu'il dirigerait la mission lui-même, et c'est quand même un personnage important, qui emmène dans ses valises des experts nucléaires mondiaux, dont des Russes aussi, donc qui sont engagés, qui connaissent très bien la centrale. Donc on peut vraiment imaginer que la délégation, même si elle ne va pas régler le problème, elle va vraiment faire baisser la tension. Et c'est ça qui est important. Là, on a une escalade depuis une semaine, et la présence d'un haut dignitaire de l'ONU qui est très influent, qui a vraiment l'oreille de tous les dirigeants sur place,
ça va être sensible et on va juste faire baisser la tension. Et là, c'est vraiment le moment, il faut calmer le jeu, quoi. Si on peut tout voir à distance, Ludovic Dupin, on est renseigné globalement sur les rejets radioactifs. À quoi ça sert d'aller sur place et de se jeter en quelque sorte dans la gueule du loup? Parce qu'on sait que c'est très compliqué, c'est très dangereux autour de cette centrale. Alors, on ne peut pas tout voir à distance. On peut voir à distance, c'est les relevés radiologiques. Donc, on sait qu'il n'y a pas de radioactivité anormale sur la centrale. Ce qu'on peut voir, c'est le fonctionnement des réacteurs, les 2 qui fonctionnent, les 4 arrêtés, et voir qu'ils sont stables, qu'il n'y a pas de souci. Par contre, ce qu'on ne peut pas savoir, c'est l'état d'approvisionnement des générateurs diesel de secours, l'état d'approvisionnement des pièces mécaniques ou électroniques pour la maintenance normale du réacteur. Il y a toujours des éléments, et puis on peut aussi voir l'état du personnel qui s'occupe de la centrale. C'est un des enjeux. L'AIEA exige que le personnel qui opère les réacteurs nucléaires, celui-là comme n'importe lequel, soit libre de fonctionner librement et de prendre les décisions tout seul. Or là, on sait qu'il y a une forte influence de l'armée russe sur les décisions, et la présence de l'AIEA doit rappeler que la règle, c'est l'opérateur de la centrale doit être libre de ses mouvements. Donc, il y a ces choses, il y a tout ce qui est immatériel qu'on ne peut pas mesurer et que l'AIEA pourra avoir sur place en s'entretenant avec les gens peut-être. Alors, il nous reste 1 minute. Général Chovancy, vous voyez ce qui est écrit sur notre écran, poker menteur ou péril imminent. Est-ce qu'on peut imaginer que Vladimir Poutine, en grand joueur d'échecs, a d'ores et déjà 2 coups d'avance et pense déjà à la suite? Oui, d'abord parce que Vladimir Poutine n'a pas beaucoup parlé sur ces questions-là. Il parle maintenant. Donc déjà, on ne peut pas croire qu'il parle par hasard. Et effectivement, la notion de coup d'avance, je dirais de jeu d'échecs, hein, nous sommes bien dans un échiquier auquel les Russes sont un jeu auquel ils sont très forts. Il a déjà prévu les coups suivants. Et je dirais qu'il met au défi finalement Zelensky d'accepter le deal. Vous êtes d'accord en 20 secondes? Oui, je crois que vous avez parfaitement raison. Poutine a un coup d'avance, sinon 2. Peut-être 2. Bon, la suite nous le dira. Merci à tous les 3 de m'avoir accompagné pour cette demi-heure. On se retrouve dans quelques petites minutes. L'info continue sur LCI.